numérique sert le progrès. Il a changé des pans entiers de notre économie et plus largement de notre société. Plus encore, le numérique aide à améliorer la médecine et donc notre santé. Être de chair et d'os, nous commençons donc à surpasser les capacités qui sont les nôtres grâce aux technologies. Pour en parler, nous rencontrerons Isabelle Zablit, directrice générale de Willfounder, Pierre Dessin, cofondateur de la start-up GenPred, mais aussi en fin d'émission le philosophe Jean-Michel Besnier. Mais pour démarrer cet épisode, intéressons-nous à l'un des fléaux de ce XXIe siècle, à savoir les déserts médicaux. Il s'agit de l'absence totale de médecins dans un périmètre vital. Pour cela, rencontre avec Franck Bodino, médecin français à l'origine de la start-up H4D, qui tend à faire face à ce problème d'envergure mondiale. Franck Bodino, dans tous les pays dans le monde et pas seulement les pays en voie de développement, on constate ce qu'on appelle des déserts médicaux, c'est-à-dire qu'il manque des médecins sur le terrain. Comment le numérique aujourd'hui peut permettre de pallier face à ce problème ? Alors, le numérique est une solution complémentaire des écosystèmes médicaux qui existent sur le terrain. Comme vous l'avez bien noté, la question de désertification médicale concerne en effet un manque de médecins ou une répartition qui n'est pas assez homogène. Et le numérique, en faisant voyager l'information plutôt que le patient ou le médecin, mais une information professionnelle et de qualité, rend service à la fois à l'un et à l'autre et peut permettre de combler ces déserts médicaux et d'apporter une solution complémentaire à l'activité médicale. Dans tous les cas de figure, il n'y aura pas de télémédecine sans médecin et on ne comblera pas ces déserts médicaux sans les médecins. Donc il faut absolument travailler avec eux et avec tous les professionnels de santé, et le numérique peut être une solution. Justement pour combler cet isolement médical qui sévit aussi notamment en France, vous avez créé une cabine. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette cabine? Et cette cabine est bien commercialisée déjà? Oui, tout à fait. Alors nous avons créé et inventé la consultation qui, au-delà d'une cabine, est un véritable cabinet médical équipé de tout un tas de capteurs et d'instruments. Et on installe ce dispositif en lien avec les médecins du territoire, en lien avec des médecins, en l'occurrence français en France, dans des déserts médicaux. Donc cette consultation permet de mettre par visioconférence en lien un patient et un médecin qui sont à distance l'un de l'autre. Le médecin prend la main sur le dispositif à distance et en parallèle de son interrogatoire peut poursuivre son examen clinique, et pour ceci il dispose par exemple de stéthoscope pour écouter le cœur et les poumons de son patient à distance, d'autoscope pour regarder les tympans et la gorge, d'un dermatoscope, d'un appareil à tension, etc. Et aujourd'hui, c'est le seul dispositif médical, c'est-à-dire professionnel, qui permette de répondre de manière efficace dans le cadre du numérique à la problématique des déserts médicaux. Ce dispositif en fait soulève, vous l'imaginez bien, de nombreuses problématiques, notamment autour de la traçabilité, la protection des données aussi. J'imagine que ces sujets vous tiennent à cœur. Est-ce que vous, à titre personnel, vous travaillez là-dessus pour apporter une solution? Est-ce que les politiques, au sens plus large aussi, y travaillent? Alors, pour nous, ce n'est pas un problème, ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire qu'en tant que dispositif médical, nous devons et nous apportons une solution professionnelle. Donc, de facto et de manière obligatoire, les données sont cryptées, elles sont sécurisées dans des banques de données agréées. L'ensemble est classé, je le répète, dispositif médical. Ce n'est pas un instrument que l'on peut acheter dans le commerce, d'accord, puisqu'on dépend de la réglementation médicale. Donc, tout ceci pour nous est un prérequis. Reconnaissance du patient, reconnaissance du médecin, test sur l'ensemble des capteurs et des instruments par des sociétés indépendantes. Donc nous ne sommes pas dans de la e-santé, nous sommes dans de la télémédecine. Et qui dit télémédecine dit professionnalisation des parcours de soins, ce qui fait notre force en plus de la technologie, et mise à disposition d'une technologie éprouvée et professionnelle. C'est la même qualité que ce que l'on peut avoir à l'hôpital. Aujourd'hui, grâce au crowdfunding, soit le financement ouvert aux internautes, tous les projets ont leur chance. Kickstarter est la référence pour la technologie, quand KissKissBankBank l'est pour la culture. Mais qu'en est-il de la santé, secteur très réglementé? Pour en parler, rencontre avec Isabelle Zablit de Willfounder. Lorsqu'on parle de financement participatif, Isabelle Zablit, on pense forcément à la technologie. Kickstarter qui finance beaucoup de projets technologiques, à la culture avec KissKissBankBank par exemple, mais on pense moins à la santé. Certainement pour des raisons dites réglementaires, c'est un secteur qui est difficile à investir. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le crowdfunding, la santé et les assemblées? C'est exactement le constat que vous venez d'établir, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui
dans un marché du crowdfunding qui est en pleine expansion et que d'autre part, dans les plateformes que vous avez mentionnées, on a constaté qu'il y avait pas mal de projets qui étaient liés à la santé. Or, la santé, c'est un secteur qui vous concerne, qui nous concerne, chacun d'entre nous, en tant que citoyens. Ce sont des projets d'innovation vraiment très importants et qui doivent être soumis à un certain nombre de filtres réglementaires, aussi avoir une caution scientifique, répondre à des questions d'éthique. Et pour cela, on s'est dit qu'il y avait vraiment besoin d'avoir une plateforme de financement participatif dédiée. Et c'est là qu'est né Wellfounder et que l'aventure a commencé. Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'un côté pour les financeurs, l'autre côté pour les personnes financées, d'aller sur votre plateforme? Eh bien, c'est justement la confiance. Notre leitmotiv chez Wellfounder, c'est d'instaurer la confiance pour le citoyen qui sait que lorsqu'il va financer un projet en tant que financeur cette fois-ci de Wellfounder, il sait que ce projet aura été soigneusement sélectionné sur ses raisons éthiques, caution scientifique, mais aussi évidemment tout ce qui est derrière, qui est plus classique, le business plan, l'équipe, la cohérence du projet. Donc on a cette confiance-là vers la personne qui va contribuer. Vis-à-vis du porteur de projet, cette confiance-là, elle est claire. On a une équipe de 10 000 professionnels de santé sur lesquels on s'appuie, qui vont nous aider à sélectionner en fait les projets. Et donc ils savent que quand ils viennent chez Wellfounder, ils font face aussi à une communauté de professionnels de santé qui va déjà adouber leur projet. Donc leur projet rentre dans un chemin de confiance. On est sur quelque chose de relativement nouveau quand même. On a pris un peu de recul et aujourd'hui on s'est rendu compte sur la partie technologique qui a pris un peu les devants que certaines inventions comme l'impression 3D, la réalité virtuelle qui ont été inventées il y a quand même pas mal de temps, elles ont été démocratisées grâce à ces plateformes. Aujourd'hui c'est dans le salon de beaucoup de personnes. Est-ce que vous pensez qu'avec le secteur de la santé, demain on inventera sur des plateformes comme les vôtres les inventions liées à la santé qui feront le tour du monde? Eh bien on en rêve chez Wellfounder, c'est bien pour ça qu'on a été créé aussi. On pense que nous, on se positionne vraiment comme un accélérateur d'innovation et on pense qu'on peut voir et on rêve de voir ces innovations-là venir chez nous, bien sûr. Alors, un petit exemple, c'est qu'on a monté une offre de conseil pour accompagner les porteurs de projets. Et puis l'autre chose, surtout sur la partie technologique précisément, on a senti le vrai besoin d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les innovations, souvent, sont portées par les gens qui sont dans le secteur, les professionnels de santé. Et notre constat, c'est qu'ils venaient frapper à la porte de Wellfounder, cherchant du financement pour une idée qu'ils avaient, mais ils n'étaient pas allés encore jusqu'au bout de l'idée, puisqu'ils n'avaient pas du tout les compétences technologiques pour développer, pour donner vie à leur projet. Et ils avaient encore moins le réseau. Et nous, on a construit un écosystème qu'on a lancé au mois de janvier dernier. C'est un programme qui fonctionne par appel à projet qu'on a appelé Health Shaper avec des partenaires technologiques. Et on dit à ces porteurs de projets, eh bien vous n'avez qu'une idée, entre guillemets, mais nous, on va vous accompagner pour aller jusqu'au prototype, par exemple. Et là, on espère déclencher des innovations technologiques majeures par ce biais-là. Le numérique nous permet déjà d'aller plus loin. Plus seulement d'accompagner le patient, mais de prédire ses maladies. Ce mélange parfait entre algorithme et médecine est la spécialité de la start-up marseillaise GenPred. Pierre Destin, vous êtes le fondateur de GenPred, qui est une société qui fait de la médecine prédictive. La question que je me pose, c'est quoi la médecine prédictive? Alors la médecine prédictive, c'est la médecine de demain. Aujourd'hui, les découvertes en génétique et associées aux capacités du big data, du machine learning, tout simplement du domaine du numérique, permettent de prédire l'évolution, l'apparition et l'évolution de certaines maladies. Et cette prédiction va permettre de mieux prendre en charge des patients et de les guérir. Le but de cette médecine prédictive, c'est évidemment de sauver plus de vies, d'améliorer la qualité de vie des patients qui sont les premiers bénéficiaires de ces nouvelles technologies. Le second bénéfice de cette technologie, il est directement pour le médecin qui peut mieux prendre en charge ses patients et prendre des décisions rationalisées sur le traitement des patients. Et enfin, je pense que les grands gagnants de cette médecine prédictive sont les organismes payeurs pour qui les coûts de santé au global vont diminuer drastiquement grâce à la prévention plutôt que, toujours pareil, le préventif plutôt que le curatif.
Quand on parle de prédiction, on pense forcément à la science-fiction, toutes sortes de films qui en ont fait leur fond de commerce, j'ai envie de dire. Est-ce que chez Genpred aujourd'hui, votre activité est au stade embryonnaire ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose qui n'a rien de la science-fiction, qui est vraiment effectif ou presque effectif sur le marché? Puis surtout ma deuxième question, financièrement. Est-ce que financièrement c'est destiné à une élite ou est-ce que tout le monde pourra y bénéficier demain? Alors, c'est clairement pas on n'est pas sur des technologies qui sont au stade embryonnaire. Nous, chez Genpred, on est sur le point de mettre nos premiers produits sur le marché et il existe déjà sur le marché des possibilités de prédire certaines maladies, des technologies qui permettent de prédire certaines maladies. Ce qui est peut-être un peu différent, c'est que nous travaillons sur des maladies qu'on appelle génétiquement complexes. Et aujourd'hui, les algorithmes que nous développons sont uniques au monde et nous ne connaissons pas, notamment sur les problèmes de cirrhose et de cancer du foie, de concurrents capables de prédire aussi précisément le développement de ces maladies-là. Ça vient du fait qu'elles s'expliquent par de nombreuses mutations génétiques. C'est un peu complexe scientifiquement, mais en même temps, si vous voulez, c'est un marché qui intéresse et l'industrie pharmaceutique et également l'industrie du numérique, les GAFA, etc. Et je pense que ce sont des technologies, vu la rapidité avec laquelle ces nouvelles technologies se développent, vont être très rapidement abordables pour les patients parce que de toute façon, je pense que c'est la volonté de certaines sociétés, mais c'est la volonté de la nôtre notamment, de mettre des produits sur le marché qui soient abordables pour tous, pour que cette médecine de demain et cette possibilité d'être mieux prise en charge soit disponible pour le plus grand nombre. Alors si le plus grand nombre peut prédire ces maladies qui peuvent les affecter, ça veut dire que potentiellement ils ne contracteront pas ces maladies. Est-ce qu'on est face à l'éradication de toute forme de maladie et donc une certaine forme d'immortalité? Alors ça c'est une question qui intéresse beaucoup les acteurs du numérique notamment, comme les fondateurs de Google. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel je peux répondre précisément. En tout cas, ce que nous cherchons à faire nous, les sociétés qui sont dans la médecine prédictive et les sociétés comme Genpred, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients et de les permettre de vivre plus longtemps. En prévenant l'arrivée d'une maladie, vous empêchez, vous reculez, d'une certaine manière vous reculez la mort, mais de là à parler d'hommes immortels, je ne sais pas si on peut aller jusque là. Pour certains, au XXIe siècle, nous allons euthanasier la mort. Le mouvement de pensée qui prône cette théorie est appelé transhumanisme. Pour comprendre ce qui entoure cette notion et mesurer sa crédibilité, nous sommes partis à la rencontre du philosophe Jean-Michel Besnier. Jean-Michel Besnier, quand on parle de technologie, on se rend compte que celle-ci a à peu près tout révolutionné autour de nous, sauf le corps humain. Pour certains, c'est qu'une question de temps, cette transformation du corps humain grâce à la technologie. Je pense notamment à des entrepreneurs de la Silicon Valley. Ils parlent de transhumanisme. Mais c'est quoi juste le transhumanisme ? Le transhumanisme, c'est un mouvement d'opinion qui regroupe les gens qui considèrent que les sciences et les techniques aujourd'hui nous donnent les moyens, effectivement, de transformer fondamentalement l'humain, de transformer aussi les conditions d'évolution de l'humain. Donc c'est un courant qui est résolument optimiste et qui considère que pour peu qu'on se donne les moyens techniques, économiques, financiers et scientifiques bien sûr, eh bien, on devrait permettre à l'humanité de réaliser ses aspirations de toujours. Mais est-ce que c'est pas dangereux tout ça parce qu'on est quand même à l'opposé de ce que c'est l'homme à la base, un être sensible, un être surtout mortel. Là, ce qu'on promet concrètement, c'est quasiment une forme d'immortalité. Ah oui, tout à fait, c'est une des obsessions de bon nombre de transhumanistes. Alors certains disent que c'est la longévité qu'ils veulent obtenir, mais certains vont jusqu'à envisager que nous puissions abandonner l'humain tel qu'il est, c'est-à-dire un humain qui naît, qui souffre, qui vieillit et qui meurt. Chacune de ces tares, entre guillemets, est susceptible d'être remédiée, réparée par les technologies, et donc on pourrait à la limite, imaginer de faire émerger une nouvelle espèce qu'on appellerait le post-humain, tout simplement. Tout cela évolue très vite. Aujourd'hui, on est vraiment dans des idées qui ne sont pas encore forcément appliquées ou en cours d'application. Comment est-ce que vous voyez évoluer justement les choses dans les prochaines années, là où ça va commencer à devenir concret ? Je crois que la médecine donne une petite idée de la manière dont les choses pourraient évoluer. On va s'orienter vers la prise en charge de l'humain grâce à des instruments de prise de mesure, des capteurs, des biocapteurs, des objets dits intelligents, etc., qui vont de plus en plus offrir des données qu'on appelle déjà des data, des big data, qui sont gérées à grande échelle et qui permettront de réaliser une médecine personnalisée et prédictive,
pour autant que nous pourrons croiser les données prises sur notre organisme avec des bases de données importantes et résoudre ainsi les maladies sur la base d'un traitement finalement qui serait statistique. Alors, ce qu'on va perdre, c'est évidemment la dimension proprement humaine, proprement symbolique, celle qui, jusqu'à présent, faisait de la médecine un milieu dans lequel on travaillait le corps, mais aussi le langage, les représentations, le symbolisme. Bienvenue dans l'ère de l'humanité augmentée où la frontière entre science-fiction et réalité s'amincit à une vitesse incroyable. Plus fort, plus intelligent, mais aussi plus dépendant de la technologie, l'homme est déjà celui que décrivent les auteurs dans leurs ouvrages. Une chose est sûre, nous vivrons plus longtemps grâce à la technologie. Mais une question se pose, nous permettra-t-elle de mieux vieillir? Seul l'avenir nous le dira.